Nous allons poursuivre notre matinée avec Sylvie Michel, donc, qui est diplômée de la faculté de pharmacie, Université René Descartes, et titulaire d'une thèse de sciences en chimie des substances naturelles. Vous avez fait une carrière d'enseignante, de chercheur à l'Université Paris-Descartes comme professeur de pharmacognosie, peut-être que vous nous en direz quelques mots, et de chimie des substances naturelles à l'Université Paris-Cité. Vous avez été responsable de l'équipe des produits naturels analyse et synthèse jusqu'en septembre 2022 au sein de l'UMR 8038. Vous êtes actuellement responsable également du musée Tilquin et membre de l'Académie nationale de pharmacie. Merci beaucoup. Donc, merci beaucoup. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci beaucoup à Isabelle Chazot pour cette invitation à participer. Et puis, je remercie également l'Osmotech pour l'organisation de cette journée scientifique dans les locaux de la faculté de pharmacie. Donc, ma présentation porte sur le baume de la Mecque, donc un trésor oublié du musée François Tilquin. Ouais, c'est bon. Donc, ce baume de la Mecque, c'est une oléorésine qui a été utilisée donc, pendant fort longtemps et qui entre dans la composition des parfums mythiques. On en a déjà parlé, donc le parfum royal des Parthes, qui était donc célèbre et dans des parfums donc célèbres dans la Rome antique. C'est une matière, c'est un ingrédient qui est mentionné dans la Bible. Il y a une très grande difficulté d'accès à ce constituant en raison de la disparition progressive de la plante depuis longtemps. Par ailleurs, sa rareté actuelle ne permet que difficilement d'accéder à sa composition chimique. Donc, il y a eu des grands progrès de la chimie qui permet de travailler sur des petites quantités maintenant, mais il faut quand même avoir de la matière. L'ensemble de ces éléments contribue à l'intérêt pour ce composé et au mystère qui l'accompagne. Donc c'est l'objectif de cette présentation, c'est de faire le point donc sur les connaissances actuelles, enfin donc d'une manière légère quand même, sur les connaissances actuelles botaniques, chimiques, biologiques sur ce baume, et de présenter les échantillons qui sont conservés au musée Tilquin, qui est donc une collection de matières médicales. Alors, on va voir à peu près trois parties sur le Commiphora gileadensis, qui est donc la source de ce baume de la Mecque, avec l'origine géographique, les descriptions botaniques, le baume lui-même, sa composition chimique et ses propriétés, et puis donc une présentation du musée et des échantillons à la fois de Commiphora et de baume de la Mecque que renferme ce musée. Donc, ce Commiphora gileadensis, en fait, appartient à la famille des Burseracées. D'abord, on l'a trouvé classé dans le genre Amyris, donc c'est les premiers travaux du botaniste suédois Carl Linné, sous le nom d'Amyris gileadensis, puis dans le genre Commiphora en 1922 par donc le botaniste Carl Friedrich Albert Christensen. Entre les deux, ce n'est pas une histoire si simple, parce qu'on a 22 synonymes donc de ce Commiphora gileadensis et des synonymes, j'en citerai que quelques-uns, comme balsamodendron, opobalsamum ou bien Commiphora opobalsamum. Mais donc le nom qui est le valide actuellement, c'est Commiphora gileadensis. C'est quelques définitions peut-être donc qu'on trouve dans le dictionnaire de l'Académie nationale de pharmacie sur la famille des Burseracées, parce que c'est une famille donc assez prestigieuse. C'est une famille de plantes subtropicales et tropicales qui comprennent des arbres, des arbustes aromatiques dont l'écorce
se caractérise par des exsudats de résine blanche. On trouve dans cette famille le Boswellia carteri, donc source de l'encens ou de l'oliban, du Boswellia erythrea, source de l'Opoponax, du Commiphora myrrha, qui est source de la myrrhe, également source du gugule avec Commiphora mucule, qui est utilisé en médecine ayurvédique. Une autre définition donc, sur oléorésine, donc c'est une gomme résine qui comporte donc un certain nombre de substances volatiles. Les emplois sont plus en parfumerie et l'utilisation est un peu plus rare en pharmacie. Le genre Commiphora comporte environ 150 espèces. Alors, d'un point de vue géographique, on va les trouver en Afrique, en Inde, en Arabie. Le baumier de la Mecque, donc Commiphora gileadensis, est une espèce arbustive qui pousse principalement dans des zones désertiques ou arbustives sèches, des dunes de sable, des collines calcaires. Il croît donc en basse altitude, entre 0 et 1300 mètres, et on le trouve dans des zones aussi où il y a un peu de bois et de la brousse. Alors, il est en général associé avec d'autres commiphora ou avec des acacias. On voit ici donc une photo d'un Commiphora gileadensis. C'est une photo donc, du Royal Botanic Garden et c'est un arbre qui pousse ici en Arabie Saoudite. Alors au niveau de son origine justement géographique, c'est une espèce qui est originaire, alors il y a eu pas mal de contestations, mais donc elle est originaire du nord-est de l'Afrique et de la péninsule arabique. Donc on en trouve Soudan, Érythrée, Éthiopie, Kenya, Somalie et Arabie Saoudite, Yémen et Oman. Elle s'est naturalisée dans l'Antiquité dans des zones voisines de la mer Rouge en ancienne Judée. Donc de très nombreuses controverses autour comme j'ai déjà dit, autour de son origine et des pistes sont fournies aussi par les textes bibliques. Il semblerait que cette espèce native d'Arabie Saoudite ait été cultivée et améliorée pendant plus de 1000 ans au bord de la mer Morte. Donc il y a la fameuse légende de la rencontre de la reine de Saba et du roi Salomon qui aurait apporté des épices, des matières précieuses et également donc ce baumier de la Mecque donc lors de sa rencontre. Il y a eu donc des cultures extrêmement importantes, mais ça s'est éteint progressivement, en particulier à partir du Moyen-Âge. L'espèce est notée présente en Judée par Dioscoride, Théophraste, Pline l'Ancien. Il y avait également des cultures importantes en Égypte et Guibourg, qui était donc professeur à l'ancienne école de pharmacie dont je parlerai un peu plus tard, note qu'au Caire, le dernier pied a disparu en 1615. C'est un arbre donc, de 3 à 5 mètres de haut, odorant, dépourvu d'épines. Son écorce varie du jaune à l'orange terne. Les folioles sont linéaires à oblancéolées et ne dépassent pas 2 à 3 cm. On les voit ici, avec une goutte de résine. C'est une espèce dioïque, donc il y a des espèces mâles et des espèces femelles. Donc on voit ici une fleur mâle et une fleur femelle. Donc ce qui va être un peu plus compliqué aussi pour la reproduction de ces plantes. Donc on trouve des fleurs glabres apubescentes et regroupées, donc pubescentes avec des poils, donc et regroupées en cymes ou en grappes. Les fruits, dont la forme varie de l'ellipsoïde à l'ovoïde, comportent un apex mucroné, donc c'est la petite pointe que l'on voit ici, à extrémités émoussées ou arrondies et peuvent atteindre environ donc 1 cm. Les propriétés médicinales donc, qui sont rapportées dans l'histoire, ce baume de la Mecque a toujours été recherché dès l'Antiquité pour ses très nombreuses
propriétés médicinales. Alors, au Moyen-Âge, il a la réputation de renforcer plusieurs organes, de soigner la toux, les problèmes urinaires, et il sert aussi d'antidote contre certains poisons. En médecine traditionnelle, il reste une panacée, donc utilisé comme anti-inflammatoire, utilisé comme antidouleur, pour le soin de la peau, contre les piqûres, les morsures, les allergies, soigner les blessures. On verra que donc la pharmacologie actuelle, la thérapeutique actuelle reconnaissent aussi ses propriétés, et cicatriser les plaies. Par voie interne, donc on va l'utiliser pour des problèmes digestifs, problèmes de vessie, protection contre l'infection. On lui reconnaît aussi des propriétés abortives et de stimulants sexuels. Donc, l'illustration ici est une illustration du De Materia Medica de Dioscoride, donc ce médecin et botaniste grec du 1er siècle après Jésus-Christ, qui a écrit donc le De Materia Medica, qui est resté un ouvrage de référence jusqu'au XVIe siècle. Alors évidemment, pas tout à fait sous la forme où il a été écrit, mais donc tout le monde s'en est emparé, pour les copistes en particulier. Il y a eu beaucoup de traductions, il était en grec, il a été en latin, là c'est donc en persan, et il a été aussi beaucoup décoré avec des enluminures. Alors c'est une plante aussi qui figure dans la Bible. Il fait partie des 5 plantes médicinales explicitement nommées dans la Bible, avec le nard, la mandragore, le figuier et l'hysope. Il a été décrit par Pline l'Ancien, encore une fois, Dioscoride, Tacite, comme une huile sainte qui est donc aussi utilisée dans les parfums. Pline l'Ancien le mentionne comme l'un des ingrédients du parfum royal des Parthes, qui était donc réservé au roi des Parthes. On voit aussi donc une reproduction, une peinture de James Tissot du 19e qui a beaucoup illustré, qui illustre ici donc la rencontre de la reine de Saba et du roi Salomon. Alors, les différentes substances à partir du Commiphora gileadensis qui sont utilisées, d'après Guibourg, chez les Grecs, on trouve 3 substances commerciales. Le suc du baumier, le bois du baumier et le fruit du baumier. En traduction en latin, c'est plus facile, donc ça donne l'opobalsamum, qui est la résine, le fruit séché, le carpobalsamum, et le bois, le xylobalsamum. Guibourg nous dit aussi que chez les latins, on ne parle plus que de balsamum, donc le baume, qui est la seule substance qui méritait l'intérêt par l'excellence de son odeur. Alors c'est aussi intéressant de voir qu'au départ, le baume, il n'a pas de qualificatif, c'est le baume. Mais les qualificatifs de Judée, Lamech, Giléad, tous ces qualificatifs sont ajoutés après l'arrivée d'autres baumes, qui sont des baumes qui proviennent du Nouveau Monde, comme le baume de Tolu, de Copahu, du Pérou, qui à ce moment-là nécessitent qu'on caractérise le baume de la Mecque. Donc la composition est aussi un petit peu différente sur ces nouveaux baumes, puisqu'ils renferment de quantités importantes d'acide benzoïque et cinnamique, qui n'est pas le cas du baume de la Mecque. Alors quelques mots justement sur ces différentes substances. Le carpobalsamum, ce sont les fruits qui sont des fruits comestibles, aromatiques, qu'on va également trouver dans les parfums et utiliser aussi pour leurs propriétés thérapeutiques. Alors là, l'illustration, donc c'est une illustration d'un flacon qui se retrouve au musée. L'huile est obtenue à partir des fruits. Ils sont donc utilisés dans l'Antiquité en parfumerie, en médecine et dans des compositions complexes, comme celle de la thériaque qui a été évoquée précédemment dans la conférence d'Annick Leguéré, et préparation donc, qui était très très variable. Comme ça a déjà été dit, il y avait toujours du miel, du vin, de l'opium, des trochis, c'est des préparations à partir de chair de vipère, et
un grand nombre d'ingrédients. Il y avait même aussi des différences parce qu'il y avait la thériaque du pauvre qui avait moins de constituants et la thériaque. Alors, on trouve également donc, du carpobalsamum dans le métopium, qui est un parfum dont la composition est ici indiquée par Pline, avec de l'amande amère, du miel, du vin, de la myrrhe, du galbanum, de la carbonum. La partie bois, le xylobalsamum, bois du baumier, qui est décrit aussi dans de nombreux ouvrages, comme celui de Dioscoride. Guibourg, qui en parle, dit « Tel qu'on le trouve dans les droguiers, il se compose de petites branches longues de 16 cm, épaisses comme de petites plumes à écrire, marquées alternativement de tubercules ligneux, qui sont des restes de petites branches secondaires, fort courtes, qui portent les fleurs mâles. » Donc des descriptions très précises et très imagées chez Guibourg. Le baume, donc résine extraite à partir du Commiphora gileadensis. On va aussi le rencontrer sous d'autres noms, baume de Galade, baume de Gilead, baume de Judée. Il y avait d'autres appellations comme baume d'Égypte, baume de Constantinople, baume du Caire, mais qui sont maintenant totalement oubliées. Contrairement au nom de baume de la Mecque, le baume de Gilead est source de confusion. Donc, sous le nom de baume de Gilead, on va trouver des produits obtenus à partir de Pinus, donc le Pinus balsamea, à partir de peupliers, donc le peuplier baumier, Populus balsamea, et d'une petite méditerranéenne aromatique dont on utilise les feuilles en tisane, qui est le Cedronella trifila. Donc, beaucoup de choses peuvent se retrouver sous le nom de baume de Gilead. Il fallait obtenir ce baume. Donc, il y a des techniques historiques pour obtenir ce baume. Alors, on parle d'exsudation spontanée en cas de forte température, mais la plupart du temps, on va pratiquer des incisions sur le tronc pour augmenter la production. Ces incisions donc, sont pratiquées avec soit des couteaux, des objets métalliques, des objets en pierre, et il y a beaucoup de littérature pour savoir quel est le meilleur outil pour pratiquer ces incisions. Donc on obtient un liquide sirupeux et biphasique. La couche supérieure, c'est le baume pur, et elle est considérée comme de meilleure qualité que la couche inférieure. On en verra aussi des exemples plus tard. Donc Guibourg rapporte une technique qui aurait été pratiquée donc, par un médecin de Damas, Abd al-Latif, 12e et 13e siècle. Donc il fait un recueil au doigt, et puis il frotte le doigt sur une corne. Quand la corne est remplie, on transvase dans un récipient en verre. Et ce qui est intéressant à retenir, c'est que ces bouteilles de verre doivent être enterrées dans le sol pendant 1 an, donc pour avoir une maturation en fait de ce baume. Il est noté aussi qu'on trouve sur le marché des décoctions dans l'eau de jeunes rameaux. Alors, au cours de l'ébullition, différents produits sont formés, colorés ou non, odorants ou non, plus ou moins fluides, et qu'on va retrouver beaucoup qui sont de nettement moins bonne qualité et qu'on va beaucoup trouver au XIXe siècle sur le marché en Europe. Alors, on va faire un tout petit peu de chimie, pas beaucoup, mais un tout petit peu, pour préciser quels sont les constituants que l'on va trouver. Donc, pour pouvoir faire des études chimiques actuelles, il faut trouver encore ces matières. Donc, il y a des populations sauvages et quelques cultures actuelles, peu, puisque donc on a vu que les études chimiques sont rendues très difficiles car ces espèces ont pratiquement disparu. Donc, il faut arriver à en trouver un peu. Ces dernières années, donc d'après ce qu'on trouve indiqué dans les publications, donc les collectes ont eu lieu alors, en Arabie saoudite, dans la région de Médine ou dans la région de la Mecque, en Israël, au jardin botanique En-Gedi, donc c'est des plants qui sont originaires d'un jardin à Londres, le Chelsea Physic Garden,
ou bien des cultures qui sont réalisées donc par un fermier, la famille Ehrlich, qui a des pieds à partir de plants provenant d'Arabie Saoudite. J'ai trouvé aussi donc Jason Eslamier qui parle d'avoir réussi des cultures à partir de plants provenant du Yémen. Il y avait des ventes de baumiers, mais apparemment ça a totalement disparu. Donc ça n'a peut-être pas eu le succès escompté. D'un point de vue chimique, donc, on va voir que comme toute matière végétale, hein, la composition chimique va varier selon que l'on s'intéresse donc au baume, à l'huile essentielle, à l'extrait de feuilles, de racines, ou bien que ces commiphora soient d'une origine géographique différente ou cultivés dans des lieux différents. Donc tout ça peut avoir donc des conséquences sur la composition chimique. Donc j'ai choisi simplement deux articles pour l'illustrer, des travaux d'Étang à Miel sur une espèce du jardin botanique de N'Guédi, près de la mer Morte. Et les composants majoritaires vont être des composés volatiles qui comprennent un mélange complexe de terpènes, donc des carbures monoterpéniques terpéniques comme le sabinène, ou encore des sesquiterpènes comme le bêta-cariophyllène, à qui l'on attribue de nombreuses propriétés antitumorales, protectrices de la fonction cardiaque, du foie, de l'estomac, anti-inflammatoires. On trouve également du germacrène qui a des propriétés antimicrobiennes et insecticides. Une autre étude donc, qui a été assez récente, conduite par l'équipe de Xavier Fernandez à Nice sur des commiphora giladensis cultivés en Israël. Et il va travailler à la fois sur le baume et l'huile essentielle qui est obtenue par distillation de la vapeur des parties aériennes fraîches. Le profil chimique de la partie volatile de la résine montre des composés majoritaires comme assez proches de ce que j'ai dit pour l'article précédent, dont des monoterpènes, sabinène, alpha, bêtapinène, cymène et des monoterpènes oxygénés. Ces composés pourraient contribuer aux parfums terpéniques et aux notes citronnées qui vont caractériser le baume de la Mecque. Dans cette résine, donc ça c'est la partie volatile, il y a à peu près également 50% d'une fraction non volatile. L'huile essentielle, donc il travaille sur l'huile essentielle obtenue à partir des plantes fraîches avec un rendement de 0,23%, avec une analyse qui permet d'identifier des composés terpéniques déjà cités et également du terpine 4-ol qui, lui, expliquerait le parfum plus boisé, plus épicé et plus sec de l'huile essentielle. Au total, donc, c'est 132 composés qui ont pu être identifiés. Il y avait une fraction, il y a une fraction dans le baume non volatile. Cette fraction de la résine non volatile est principalement constituée de terpènes, donc des triterpènes de type cycloartane, des sesquiterpènes originaux. On va trouver aussi dans cette famille de terpènes la gugulstérone, qui est réputée pour avoir diverses propriétés anti-inflammatoires, antitumorales, anticholestérol et virucides. Les propriétés qui sont reconnues actuellement, qui vont s'appuyer bien sûr sur les découvertes des molécules qui ont pu être caractérisées, donc c'est l'aspect antiseptique, antimicrobien et anti-ulcère qui va être reconnu. L'huile essentielle, par la présence aussi de cariophyllène, possède des propriétés antitumorales. Un extrait méthanolique de feuilles et de branches qui proviennent d'un arbre poussant en Arabie Saoudite a montré l'efficacité et l'activité antimicrobienne, en particulier de bonnes activités sur la cicatrisation des plaies cutanées. Alors j'en arrive maintenant au musée François Tiquin et sa collection de matières médicales. Vous avez ici une photo du musée en 1882. 1882,
c'est la date de la construction de cette école de pharmacie. Et on voit déjà qu'en 1882, dans le musée, il y a pas mal d'échantillons. En fait, ces échantillons proviennent de l'ancienne école de pharmacie qui était rue de l'Arbalète et qui ont été transférés ici. Bon, le musée a augmenté ses collections et a bien changé. Donc, on a en particulier maintenant au sein du musée cette pagode qui est donc un reste de l'exposition universelle de 1889. Donc, ce musée, c'est un musée important par son nombre, puisqu'il y a à peu près 25 000 échantillons de drogues végétales et animales, enfin, essentiellement végétales, et d'objets liés à leur production, leur transport, leur traitement, leur emploi. Donc, c'est le plus grand musée qu'on a sur la matière médicale, sur ces parties de plantes utilisées en thérapeutique pour l'Europe. Donc la Chine a des collections aussi très importantes, mais sur des produits qui sont un peu différents. On a à la fois un intérêt patrimonial et scientifique, puisque le but du musée, c'est de conserver tous ces échantillons qui ont une illustration de l'histoire des sciences naturelles et de la pharmacie à travers les siècles. Et puis, c'est aussi une source de travail pour les scientifiques, historiens des sciences, spécialistes des sciences naturelles, chimistes, ethnobotanistes. Donc, à partir de... On a ces échantillons, quand on en a des quantités importantes, on laisse aussi prélever pour pouvoir faire des analyses et des travaux. Alors, la classification dans cette collection est un petit peu compliquée, puisqu'il y a en fait 4 collections qui cohabitent. Une collection générale, selon un ordre botanique, la collection Guibourg, dont j'ai déjà un petit peu parlé, avec 1600 échantillons, surtout c'est des drogues anciennes, c'est la partie ancienne du musée. Les collections géographiques, avec 4 grands domaines, Asie, Afrique, Madagascar, Amérique et Océanie, et des collections monographiques qui sont qu'on utilise pour les visites. Alors, quelques mots de cette collection Guibourg. Donc, j'ai déjà cité plusieurs fois le nom de Gaston Guibourg. Gaston Guibourg, qui était professeur d'histoire des médicaments naturels et qui va s'installer dans l'ancienne école de pharmacie à partir de 1832. On a hérité donc d'une partie de sa collection, parce que Guibourg est, en plus d'avoir ces échantillons pour l'enseignement, est aussi un collectionneur. Donc il va rassembler un très grand nombre d'échantillons, et aussi il est vraiment obsédé par la qualité des produits. Il y a énormément de falsifications, donc il va chercher à avoir des échantillons authentiques. Donc c'est important pour nous, parce que c'est à partir de ce moment-là que c'est une collection de référence. Alors, il y a des échantillons de drogues anciennes qui proviennent du cabinet d'histoire naturelle, du Jardin du Roi, de droguiers historiques, notamment le droguier Baumé, qui figure à l'intérieur de cette collection. Et il est aussi intéressant parce qu'il a écrit. Il a beaucoup écrit, donc Histoire abrégée des drogues simples, et il va donc décrire les échantillons que l'on trouve. Et ce qui nous manque souvent, c'est justement des informations sur ces collections. Collection générale, donc à peu près 8000 échantillons. La plupart sont d'origine commerciale, et c'est présenté dans l'ordre de la classification de Bentham. Le référentiel, c'est Bentham et Hooker, et donc qui était la classification la plus à la mode en 1882. Bien entendu, ça a beaucoup changé. Les collections géographiques qui sont intéressantes, c'est des échantillons qui proviennent d'expositions universelles, d'expositions coloniales qui ont lieu en France, ou bien d'expéditions scientifiques, et enfin donc de collaboration avec des collègues étrangers. Donc ces différentes collections qui sont là, qui ont permis vraiment d'augmenter pas mal les collections du musée. Les collections monographiques qui sont donc intéressantes pour les visites, avec la pagode, dont je vous ai déjà parlé. Et puis d'autres vitrines. On a par exemple une collection
d'huile essentielle, donc de produits aromatiques, épices, oléorésines, dans laquelle on va trouver aussi le baume de la Mecque, et puis une collection de produits de matière médicale animale, avec du castoreum, du musc, de l'ambre, de la civette et de l'iracéum. Le baume de la Mecque, donc, et les échantillons de commiphora au musée. Donc là, c'est notre plus bel échantillon. Donc, on va trouver donc les différentes parties, donc les fruits et donc le bois, et de très nombreux échantillons de baume de la Mecque. Alors, des échantillons, on voit, alors on n'a pas toujours beaucoup d'informations sur tous ces échantillons, mais on voit déjà qu'ils ont des aspects quand même assez différents. Donc on voit celui-ci qui est orangé, qui est aussi dans la collection de M. Guibourg. Celui-ci qu'on voit un peu moins bien, qu'on voit mieux là, qui est jaune pâle. Ceci qui semble un peu résinifié, comme celui-ci d'ailleurs. Et donc on en a un où on voit bien l'aspect, donc l'aspect qui était décrit par Guibourg avec 2 phases. Et cet échantillon est un échantillon qui est, lui, parfaitement authentifié, qui a été donné à M. Guibourg en 1838 et qui provient d'un échantillon de Benjamin de Lesser. Cet échantillon lui-même rapporté à Paris par le professeur Delisle au retour de l'expédition d'Égypte de Bonaparte. Donc il y a différentes indications qui figurent ici. Et puis on nous a donné, il y a 4-5 ans, ce très beau flacon. On nous l'a donné, c'est la Société d'histoire de la pharmacie qui l'a fourni en disant qu'ils ne savaient pas du tout, c'était un truc qu'ils ont trouvé dans un fond de placard, et que vraiment, ils nous le donnaient parce qu'ils ne savaient pas du tout ce que c'était. Non. En relisant Guibourg, je vois que le petit échantillon qui figurait dans notre collection provient d'un flacon important bouché au cristal qui contient environ 900 grammes de baume authentique, donc lui-même rapporté par Delisle, et que ce baume s'était séparé en 2 couches, une supérieure liquide, mobile et presque transparente, une inférieure opaque et glutineuse. Donc, moi, il me semble que ça ressemble beaucoup à ce que l'on a. Et puis, la confirmation, je l'ai trouvée chez Planchon, et qui était successeur de Guibourg donc à l'école de pharmacie, et qui parle d'un flacon qu'il montre ici et qui a été offert à la mort de Benjamin de Lesser à M. Maillet, pharmacien, donc qui était pharmacien d'officine, qui avait une officine et qui a pris la suite de Guibourg, puisque donc les enseignants étaient aussi la plupart du temps pharmaciens d'officine, et donc qui a récupéré, et il était président de la Société de pharmacie de Paris, trésorier de la Société de médecine légale, et donc il a laissé est resté dans un placard ce flacon. Et fort heureusement, donc on a pu le récupérer. Alors on a aussi des vases. On a un vase en relief ici, qui est un vase en plomb acheté par Guibourg chez un antiquaire. Et Guibourg dit qu'il pensait que ce qu'il contenait était authentique. Et en fait, quand il a enfin pu avoir ce baume qui provenait de Lesser, il a vu que tout le reste était faux. Et un petit flacon ici, dont on n'a pas beaucoup de baume de la Mecque, mais dont on n'a pas beaucoup de connaissances. Alors, ce sont des beaux flacons, mais c'est aussi beaucoup de falsification. La rareté, la difficulté de stock et le prix font que donc il y a beaucoup de falsification. Et on voit donc dans le dictionnaire de Trévoux de 1771, il nous rapporte que le baume qu'on apporte d'Arabie au Caire, encore qu'il soit de bonne odeur, n'est pas tout véritable gomme, ni des larmes de l'écorce, car il en tombe fort peu. La plupart du baume est fait de bois, de racines, des branches vertes de l'arbre distillées au feu. Encore n'est-il pas tout pur. On le falsifie en y mêlant de la térébenthine de Cypre,
De plus, on extrait de la graine une liqueur qu'on fait passer pour du véritable baume, quoiqu'il n'ait pas l'odeur si forte et qu'il soit plus amer au goût. Donc, c'est une histoire très ancienne. On a aussi un beau flacon de baume de la Mecque qui vient de l'exposition universelle de 1878, transmis par Giorgio della Souda, qui était pharmacien inspecteur de la pharmacie centrale de Constantinople. Mais là déjà, sur l'autre face de ce même flacon, on voit il est falsifié. Donc même transmis pourtant, donc ces flacons étaient, enfin ces cultures étaient contrôlées par des janissaires qui gardaient l'arbre à baume, mais ça n'a pas empêché quand même quelques falsifications. Voilà. En conclusion, sur quelques mots sur notre musée. Donc c'est un lieu de conservation, un lieu de transmission et un lieu de recherche scientifique. Enfin, on se rapproche assez de ce qui a été dit pour l'osmothèque. Donc je vous remercie, donc merci à vous, et je remercie aussi tous ceux qui participent à l'entretien de ce lieu. Bon, ça repose sur des bénévoles et donc qui nous aident beaucoup à maintenir ce lieu en état. Voilà, merci.